Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Un bout de territoire contrôlable, facilement contrôlable. Et je ne comprends pas pourquoi on va chercher des Biélorusses pour piloter les hélicoptères. Ils sont venus, c'était des soulards, ils ont piloté les hélicoptères, ils sont tombés, les hélicoptères ils ont craché 2 hélicoptères. Aujourd'hui, on s'est séparé de ces Biélorusses, qui étaient vraiment des soulards. Et après les Biélorusses, on va maintenant chercher des Turcs, qu'on déploie là-bas, plus de 650 personnes, qu'on nourrit tous les jours, qu'on ravitaille tous les jours en nourriture. Les Turcs, dans toute leur ration, il y a du pain chaque jour. Donc cette boulangerie leur livre énormément du pain. Et pendant ce temps, les Togolais, qui sont sur le même front, ils n'ont pas les mêmes avantages. Ils ont des miettes, ils n'ont pas d'eau potable, eux, ils ne mangent pas le pain, ils ne mangent pas les croissants, ils ne mangent pas le beurre. Et eux, ils sont là, ils vont laver leurs habits dans le fleuve, ils vont se doucher dans le fleuve. Si les camions citernes ne ramènent pas de l'eau de Dabaron, ça pose quand même un problème. Parce que quand nous sommes là à dire tout le temps, dans nos langages, dans nos discours, que nous ne voulons pas que de l'extérieur, on nous impose ce que nous devons faire. Mais ce qu'on fait avec les Turcs, c'est une infantilisation de notre pays et de nos forces de sécurité et de l'ordre. Je suis sûr que si c'est les Français qui faisaient ça, ça devait déjà faire l'objet de boucans terribles. Mais comme c'est les Turcs, les gens n'en parlent pas souvent. Mais la Turquie, c'est aussi un pays de l'OTAN. Parce que quand j'entends généralement les gens dire oui, l'OTAN veut contrôler l'Afrique, l'OTAN est partout, il faut chasser les pays européens, c'est les pays de l'OTAN. Voilà, on chasse les pays européens, on va faire appel à la Turquie, alors que la Turquie est l'un des plus vieux membres de l'OTAN. Ça aussi, c'est une ignorance historique que les gens ont. Et donc, et même si la Turquie joue sur les 2 continents, elle est beaucoup plus ancrée dans l'OTAN. Et donc, et c'est l'un des plus vieux membres de l'OTAN, je pense depuis 1947 ou je ne sais pas, 1950. Et donc ces Turcs-là sont là, et on ne sait pas si c'est des soldats officiels turcs ou c'est des mercenaires. Mais toujours est-il que ces gens-là coûtent énormément, énormément à la poche des Togolais, à la poche des contribuables togolais. Et ce qui est un peu révoltant, c'est que les soldats togolais qui sont déployés sur le front n'ont pas les mêmes avantages, n'ont même pas 1/10 des avantages qu'on accorde à ces étrangers qu'on fait venir et qui, eux, mènent la belle vie. Ils sont là juste pour quelques renseignements, mais pour le reste, ils s'en foutent parce que c'est notre pays. Aucun Turc ne viendra mourir pour le Togo. Ils viennent juste pour gagner de l'argent. Pendant ce temps, le Togolais, il sait que c'est son territoire. Son engagement pour défendre son territoire est différent de l'engagement de quelqu'un que vous allez chercher de l'extérieur. Donc, je pense que la hiérarchie militaire doit aussi, aujourd'hui, faire une démarche vers le président du Conseil, qui est le chef suprême des armées, pour lui dire tes choix-là sont discutables. Ce n'est pas normal que dans notre pays, alors que nous avons suffisamment de militaires, on a suffisamment de moyens, on va aller chercher des étrangers qu'on paye à $2 000 par mois, pendant que nos militaires sont à 100 000 ou 80 000, qu'on leur interdit des prêts, et qu'aujourd'hui, la tendance est beaucoup plus à la désertion dans l'armée qu'au recrutement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils désertent l'armée parce que l'armée n'attire plus, l'armée n'est plus ce corps-là dont les gens rêvent. Les gens y allaient pour leur propre carrière, mais aussi pour gagner de l'argent, et qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de gagner de l'argent dans l'armée et de s'épanouir dans l'armée. Même les missions de l'ONU qui permettait aux soldats d'avoir un peu d'argent, même si fort et ses amis coupaient une grande partie, pour leur permettre de construire sur des demi-lots ou des quarts de l'eau à Déticopé. Toutes ces missions-là sont à l'arrêt. Et donc, les gens aujourd'hui estiment qu'il n'y a plus aucune raison qu'ils aillent dans l'armée et qu'ils soient malmenés par les chefs qui, eux, sont à Lomé, 2 maisons, 3 maisons, des copines un peu partout, pendant qu'eux sont au front et qu'ils se font canarder. Conséquence,
Comme on l'a vu la dernière fois avec cette décision qui a été publiée, il y a beaucoup de jeunes qui quittent l'armée, beaucoup de gens qui quittent l'armée parce que ce n'est plus vraiment attrayant, ce n'est plus lucratif, à part la hiérarchie, les éléments, les hommes de troupes et tout ça, c'est la galère totale. Et il y a même au niveau je pense, de la police et de la gendarmerie, de nouvelles dispositions qui sont en train d'être prises pour que les militaires ne puissent pas avoir facilement accès à des crédits, à des prêts bancaires. Vous savez que la tradition des prêts bancaires, c'est très ancré au Togo. Quand on recrute quelqu'un, il est fonctionnaire, il fait d'abord un prêt pour acheter une moto, après il fait un prêt pour acheter un terrain, il fait un prêt pour faire la fondation, il fait un prêt pour faire l'élévation, il fait un prêt pour faire la finition, et puis au bout de tous les prêts là, il est à la retraite et puis il meurt. Donc c'est la tradition au Togo. Les militaires ne sont pas exclus, eux aussi font des prêts, sauf qu'ils ont constaté que certains agents, quand ils font des prêts, après ils disparaissent. Donc ils prennent l'argent des prêts et ils désertent. Ils vont dans des pays voisins et puis après ils espèrent allier l'Europe, le Gabon ou dans d'autres pays pour aller faire autre chose. Donc là même maintenant, on est en train de durcir les conditions des prêts. Donc, conséquence, dans l'armée, il y a de plus en plus de gens qui sont sous tension. Donc, quand c'est comme ça, vous n'allez pas chercher des étrangers que vous payez à prix d'or, pendant qu'à côté, les soldats togolais, ils sont dans la misère, n'ont pas d'eau pour boire. Pendant ce temps, les étrangers que vous avez fait venir, eux, boivent du voltique, donc de l'eau minérale. Ils cuisinent avec l'eau minérale, ils mangent du croissant, ils ont les sakomis et du beurre chaque jour, 1000 sakomis livrés par la boulangerie de Stella Bagna, c'est la fille de Bagna, elle est députée d'ailleurs. Et donc, pendant ce temps, les soldats togolais, eux, ils n'ont même pas le cancro, ou je ne sais pas quoi, avec petit gaou, je ne sais pas comment vous l'appelez, là-bas d'Apaon, pour pouvoir mettre sous la dent. Voilà, donc ça c'est une méthode d'infantilisation de notre armée qui est une institution quand même, quoi qu'on puisse dire, respectable. Et je pense que les officiers doivent quand même interpeller leur patron pour dire ces choix-là ne sont pas vraiment des choix profitables à l'armée togolaise. L'argent que vous prenez pour payer les militaires, on peut payer les Togolais, les motiver, surtout que déjà nos casernes sont des porcheries. Vous avez vu les casernes que Talon a construit au Bénin là-bas? Ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on doit travailler dans des endroits qui sont sales, dans des brigades de gendarmerie, les commissariats de police qui sont très sales, qui sont invivables, qui sont totalement insalubres, qui sont comme des porcheries. Ce n'est pas possible. Vous avez vu les casernes que Talon a construites là-bas, sont des casernes modernes, équipées de toutes les technologies modernes. Tout est pavé, les dortoirs sont... il y a des salles de tir, tout ça, tout est moderne comme en Occident. Les militaires ne doivent pas travailler dans des conditions d'insalubrité totale. Donc, normalement, tout cet argent que vous prenez pour payer les étrangers, ça peut permettre d'améliorer le cadre de travail et de vie des militaires. Surtout que les militaires vivent dans les casernes avec leurs enfants. Normalement, ils doivent avoir toutes les infrastructures. Les terrains de sport, les terrains de jeu, les bibliothèques, les parcs d'attractions pour les enfants. Ça aussi, les militaires en ont besoin. Une caserne pour avoir son propre supermarché. Dans la caserne, on peut avoir le supermarché pour les militaires dans la caserne. Même si vous voulez que le supermarché soit tenu par la femme du colonel, faites-le quand même. Au moins, c'est un supermarché qui est là, dans la caserne, pour permettre aux militaires de se ravitailler dans la caserne. Donc, des choses comme ça, quand on le dit, c'est pour vous les militaires, c'est aussi une manière de porter vos préoccupations sur la place publique. Et la seule chose qu'on va vous dire, vous aussi, quand on vous envoie pour aller taper vos frères, pour aller taper les civils, mettez un peu de jugeote, faites un peu preuve de lucidité, au lieu d'aller déverser la haine sur les civils, d'aller les frapper dans les quartiers, d'aller les frapper dans les maisons, pour des pitances qu'on vous donne, pendant qu'on fait venir des étrangers à qui on paie $2000 par mois, à qui on donne tous les avantages. Je ne sais pas combien de militaires togolais dans les casernes mangent du sakomi et du beurre. Bon, je parle de sakomi, généralement c'est la baguette, mais chez moi c'est connu sous le nom de sakomi. Est-ce que vous mangez tous du sakomi et du beurre, vous les militaires togolais? Mais nous n'avons pas beaucoup de camps, on vous donne ça, on vous donne des croissants, on vous donne des croissants, vous buvez l'eau minérale dans les casernes, mais les étrangers qu'on a fait venir, c'est ce qu'on les sert. Ça veut dire que vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens, on vous utilise parce que vous êtes des chiens, vous n'avez pas le droit de faire des revendications et les autres sont traités comme des princes. Pendant que vous êtes ensemble sur le même territoire, sur le même front, sur le même combat,
Et que vous êtes mais encore plus engagés que les étrangers. Ces étrangers-là, eux, viennent juste faire des renseignements, ils communiquent quelques éléments, mais c'est vous qui êtes au front, qui affrontez le danger. Et on vous traite comme des moins que rien. À un moment donné, il faut dire stop. Voilà ce que j'ai voulu dire sur le cas de nos compatriotes militaires, les casernes qui sont comme des porcheries, les brigades de gendarmerie, les camps qui sont comme des dépotoirs, et vous êtes dedans, et vous êtes obligé de quémander tout dans votre vie. Vous êtes obligé, en étant au front, d'aller laver vos habits dans le fleuve, d'aller chercher de l'eau dans le fleuve pour laver vos habits. C'est quoi ces conneries? Donc voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous sur le cas de ces militaires qui sont au front au niveau d'Apaon. Alors, nous allons entamer le gros dossier. Le gros dossier de... Alors, avant d'entamer le gros dossier, il y a deux autres informations que je voulais partager avec vous. D'abord, sur le cadre de l'Internet. On a toujours dénoncé cette restriction de l'Internet, la coupure des réseaux sociaux. Et la tendance aujourd'hui, c'est qu'on continue de mettre la pression pour que Foy Gnassingbé puisse rétablir la connexion dans son intégralité et ouvrir toutes les applications des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, et YouTube. Je pense que YouTube est déjà là. Il faut fondamentalement que le combat continue. Et selon les informations que j'ai eues d'un expert, dont je tiens le nom, et cet expert me dit qu'il y a certaines institutions qui font aujourd'hui des statistiques, des statistiques sur l'économie togolaise, et de ces statistiques-là, il se dégage que la coupure de la connexion coûte au Togo environ 350 millions par jour, la coupure de connexion, hors secteur informel. Hors secteur informel. Et le secteur informel, tout le monde connaît la densité du secteur informel dans l'économie de notre pays. C'est presque 70-75%. Et on sait que dans l'informel, il y a beaucoup qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour faire leurs activités, pour vendre les produits. Donc, ces statistiques-là concernent le circuit formel, les banques et tout ça. Quand vous faites aujourd'hui un virement, au lieu d'aller chercher l'argent en 48 heures, on vous dit que la connexion n'est pas bonne. Vous attendez une semaine, des marchandises qu'on peine à sortir rapidement du port, tout est au ralenti. Et donc, selon cet expert, que c'est entre 300 et 350 millions par jour que le Togo perd dans cette histoire de restriction de la connexion. Hors secteur informel. Hors secteur informel. Puisque nous sommes dans un monde dématérialisé, tout se fait par Internet aujourd'hui. L'Internet aujourd'hui, c'est le courant de l'économie. C'est l'électricité de l'économie. Parce que tout ce que vous allez faire aujourd'hui dans notre pays et en Afrique, c'est l'Internet. Dans les banques, dans les institutions financières, au port, à l'aéroport, partout, vous avez besoin d'Internet. Même si vous voulez faire de grandes conférences entre les entreprises, c'est l'Internet. C'est l'Internet. Donc, une fois que vous faites la restriction de l'Internet, vous paralysez l'économie. Imaginez toutes les pertes, pas des pertes, mais des retards énormes pour sortir les marchandises au port autonome de Lomé. Et pourtant, le port autonome de Lomé, c'est un géant de la sous-région. C'est un géant de la sous-région. Donc, les conteneurs qui peuvent sortir en 24 heures sortent en 72 heures. Donc, le retard crée des préjudices pour les opérateurs économiques et sur toute la ligne. Déjà, le port autonome de Lomé, c'est une catastrophe. Après, vous prenez tout le circuit bancaire. Après, vous prenez tous les autres aspects de l'économie. Donc, c'est une perte énorme pour le pays par jour. 350 millions CFA, 300 et 350 millions CFA par jour. Hors secteur informel. Et les gens en ont marre, mais ils ne peuvent pas parler. Les gens sont dans les sociétés, ils en ont marre, mais ils ne peuvent pas parler. C'est ça la réalité. Et puis il y a tous ces gens-là qui sont fâchés, qui ne vont pas aller, qui ne vont pas renouveler leurs abonnements, qui n'achètent pas les forfaits. Parce que vous achetez les forfaits et vous n'arrivez pas à les utiliser. Vous n'arrivez pas à les utiliser. Il y a ceux qui ont leur économie autour de toutes leurs activités autour de l'Internet. Donc, il faut fondamentalement que les dirigeants libèrent vraiment l'Internet pour que l'économie reprenne. Si vous ne craignez rien, vous dirigez bien le pays, vous avez un bilan positif comme Afan Bédi et Atrouvi le dit sur les médias, vous avez peur de quoi en libérant l'Internet? Vous n'avez pas besoin de bloquer l'Internet dans le pays. Donc, voilà. Autre chose, et ça c'est une information assez capitale que je voudrais donner, avant de tomber sur le grand dossier de la journée,
en marge des manifestations du 26, 27, 28, il y a plusieurs familles qui ont fait état de ce qu'ils n'ont pas retrouvé leurs proches. Il y a des familles qui ont parlé des disparitions de leurs proches. Beaucoup de familles. Je ne sais pas où est-ce elles en sont aujourd'hui, ces familles-là. Toujours est-il que les recherches dans des lieux de détention, à la morgue et tout ça, certains n'ont toujours pas retrouvé pour le moment leurs proches. Et nous avons compris depuis un certain temps le mode opératoire de tous ceux qui ont agi dans la répression de ces manifestations-là. On tape quelqu'un à Décon et le croyant bon, on va jeter le corps vers Djagblé ou à Veta. On tape quelqu'un à la colombe de la paix, on va jeter le corps à Bonsimé. Et les gens se sont retrouvés dans la lagune. Et ces gens-là, on ne sait pas s'ils ont été tabassés sur les lieux de manifestation et jetés dans la lagune, ou s'ils ont été torturés à des endroits de détention, et après pour effacer les pistes, ils sont allés les jeter dans la lagune. Mais on a de plus en plus une idée claire sur le mode opératoire de ceux qui reçoivent les instructions et qui vont tuer et qui font tout pour brouiller les pistes de leurs crimes. Et donc, selon les informations, ça fait la troisième fois que je reçois la même information, je vais quand même la diffuser et interpeller les organisations de droits de l'homme. En marge des manifestations du 26, 27, 28, il y a des corps, 6 corps qui ont été retrouvés au bord d'un ruisseau, une rivière vers Elavagnon. Elavagnon, c'est dans les plateaux, dans les plateaux après Agnier, et des corps ont été retrouvés dans cette zone-là, et il se fait que personne ne sait d'où provenaient ces corps et que aucune disparition n'a été signalée par les habitants de cette localité-là. Et il y avait 5 hommes et une femme. Et le préfet a été saisi lorsque les corps ont été découverts, le président du tribunal certainement, le CB de la région, de la localité là-bas, là où les choses se sont passées. Et depuis, personne ne sait ce que ces corps sont devenus. Si on les a pris pour aller les enterrer quelque part discrètement, personne ne sait absolument rien. Donc, moi, je voudrais interpeller les organisations des droits de l'homme à partir sur des pistes dans cette zone-là. Nous, les journalistes, on est en train de faire ce que nous pouvons faire pour recouper les informations, pour savoir effectivement, pour avoir tous les éléments de ce qui se passe là, pour savoir si effectivement ces choses se sont passées, les autorités locales sont informées, où est-ce que ces corps ont été ensevelis. Et donc, s'il y a des gens qui ne retrouvent pas toujours leurs proches, il faut que vous vous signalez auprès des organisations de droits de l'homme pour qu'ensemble, on puisse mener cette enquête-là pour savoir si effectivement des corps disparus ou des gens disparus se sont retrouvés à des endroits où on ne sait pas. Et une fois encore, je vous rappelle que le mode opératoire de ces gens-là, c'est de tuer à un endroit X et d'aller jeter le corps à un endroit Y pour brouiller les pistes. Donc voilà l'information que j'ai voulu vous apporter sur ces trucs-là qui ont été découverts dans une localité à côté d'une rivière dans la préfecture de Elavagnon, et visiblement le préfet sera au courant. Et si le préfet est au courant, c'est que le président du tribunal là-bas est au courant, le CB est au courant. On connaît déjà le nom du préfet, on va chercher le nom du président du tribunal, on va chercher le nom du CB de la zone, et on va essayer de voir si véritablement il s'est passé quelque chose de ce genre et qu'est-ce qu'il en est de ces corps qui ont été aperçus à ces endroits-là et qui aujourd'hui ont disparu. C'est important parce qu'il se passe des choses vraiment, vraiment bizarres dans notre pays. Voilà les informations que j'ai voulu vous apporter. Maintenant, on va tomber sur le dossier de nos frères, nos très chers avocats qui se sont invités sur les chaînes ici en France pour apporter la version du gouvernement togolais sur ce qui s'est passé au mois de juin, de juillet,
Et nous avons tous suivi leurs prestations. Je vais demander à la technique. Je sais que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vous pouvez rejoindre le compte Kossi officiel. C'est sur ce compte-là, ils ont sauté notre compte, l'autre journal qui avait l'autre journal où il y avait presque 80 000 abonnés en quelques mois. Ils l'ont sauté. Dès qu'on a commencé le live, ils ont sauté le compte, c'est pas grave. Et autant ils vont sauter les comptes, autant on va en créer encore plusieurs. Surtout que nous, on n'est pas sur TikTok pour gagner de l'argent, mais pour passer l'information. Donc, tous les jours, on va créer des comptes TikTok. Donc, on est tranquille. On est tranquille. Je remercie tous ceux qui sont sur YouTube actuellement. Vous êtes 12 000. Je vais regarder, non, 13 998. C'est quand même énorme. Sur Facebook, ouais, 12 209, 1769 sur Facebook, et puis 783 sur TikTok. C'est assez énorme, très très énorme. Donc, et voilà. Donc, je vais tomber sur le dossier des trois mousquetaires, Malik Kankana Tchaba, Adjouvi Paco et Gilles Benoît Fangbedi, qui sont en tournée en France pour s'exprimer au nom du gouvernement togolais par rapport aux derniers événements que notre pays a vécu. Et j'avoue qu'ils font quand même une très, très, très bonne prestation à la hauteur de ce qu'ils sont et de ce qu'ils défendent. Et j'ai vu aussi qu'il y a plusieurs compatriotes qui leur ont répondu sur les réseaux sociaux. Moi, je ferai une analyse de journaliste et chacun pourra voir ce qui sort de cette analyse-là. Si la technique peut nous passer les interviews, nous allons d'abord passer les interviews de ces personnalités ou ces individus, si vous pouvez les appeler ainsi, sur France 24, TV5 Monde. Et puis après, ils sont passés sur une télévision bizarre, là. Je ne sais pas, je ne connais pas cette télévision. C'est un média assez bizarre. Et ensuite, on va passer toutes leurs interventions, ce qu'ils ont raconté, et nous allons les prendre un à un. On va prendre Afan Bedi, on va prendre Adjouvi, on va prendre Kankam Natjaba, et on va décortiquer un certain nombre de choses avec des images à l'appui. Donc voilà, si la technique peut passer déjà les interviews. Merci. 7 morts, des blessés, des interdictions de manifester, une presse bousculée. Que s'est-il passé au Togo fin juin? Le ministre des Droits de l'Homme, Pacom Adjouvi, est avec nous pour apporter ses explications sur les enquêtes en cours, les accusations de répression et les garanties des droits fondamentaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, une enquête est en cours sur les morts, les 7 morts, les 7 personnes trouvées mortes après les manifestations entre le 26 et le 28 août dans votre pays. Où en est cette enquête et que sait-on des conditions de décès de ces personnes? Merci, madame. Avant toute chose, je voudrais souligner ici à l'opinion nationale, d'abord internationale, que les faits qui concernent le Togo, tels que rapportés par certains médias, est très loin de la réalité que nous vivons, que nous avons vécu ces derniers temps à Lomé. Et ce n'est pas l'occasion pour moi d'épiloguer ou de m'arrêter sur quelque chose quand même d'assez grave. Il s'agit de vie humaine. Et pour certaines raisons politiques ou d'agenda de calendrier, certains s'amusent à vouloir utiliser ces fins, ces actes qui ont été dénoncés d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances de ces décès, monsieur le ministre? Ce qui est certain, c'est que les médecins légistes ont procédé à des analyses assez poussées. Les conclusions sont connues. Le procureur de la République a communiqué également. Nous avons, avant les événements d'ailleurs, 2 corps qui avaient été repêchés dans la lagune. Ces corps étaient déjà dans l'eau. Nous sommes en train d'établir la réalité. Alors, est-ce que les responsables ont été interpellés? Vous parlez de corps repêchés. Est-ce que des responsables ont été identifiés et interpellés? Non, le temps de la justice est là. Nous donnons le temps à la justice. Les enquêtes sont en cours. Attendons les conclusions avant d'aller vite en besogne. On veut attribuer ces morts
à une brutalité policière. Non, madame, ce n'est pas le cas. D'accord. Aucun hématome. Alors, si vous permettez, aucun hématome. Permettez-moi, monsieur, nous avons reçu ici même, au JTA, le 16 juillet, le président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en reparle. Cette répression a eu lieu non seulement par les militaires, mais ce qui est encore plus dérangeant et ce qui est très inquiétant, c'est que aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité, Faure Gnassingbé et son gouvernement ont fait déployer sur le terrain des miliciens qui sont armés de cordelettes, de gourdins, même de fusils, qui donc opèrent à visage découvert. Nous demandons l'intervention d'une enquête internationale indépendante parce que face au silence de la CEDEAO de l'Union africaine, on ne peut pas accepter que, alors que le maintien d'ordre relève du pouvoir régalien des forces de l'ordre de sécurité, que ces forces de l'ordre de sécurité existent et qu'à leur côté, que le régime entretienne, véhicule, soutienne et alimente un réseau de miliciens. Votre réaction, monsieur le ministre? Je suis très surpris par de telles déclarations. Mon ministère n'a jamais été saisi par des associations. Il y a d'autres associations de défense des droits de l'homme qui sont des associations indépendantes, comme la Commission nationale des droits de l'homme. D'accord, mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulées, qui sont rentrées chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de miliciens. C'est assez curieux puisque votre président, M. Faure Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous dites qu'aujourd'hui, des années plus tard, en 2025, vous n'avez pas connaissance de ces milices qui pourtant font peur à votre population. Les Togolais aujourd'hui ont peur, monsieur le ministre. Vous me parlez des faits il y a quelques semaines. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler des milices dans votre pays. Je n'ai jamais vu de miliciens. Vous n'avez pas non plus vu les vidéos qui circulent, vous n'avez pas entendu la population togolaise qui les a vues, qui a peur? Écoutez, vous savez, quand il s'agit du Togo, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en début de notre conversation, je vous disais qu'il y a eu une tentative de fabrication d'une crise depuis l'extérieur pour salir l'image du Togo. Et qui fabrique cette crise? Une certaine diaspora depuis l'étranger s'amuse, s'active à... Vous avez quand même des vidéos. Bon, ça, ce n'est pas la réalité des Togolais. Revenons-en à notre propos. Parmi les nombreuses victimes, il y a un jeune adolescent dont vous avez forcément entendu parler, qui avait 15 ans, Jacques Kouani Kotoglo. Il symbolise en fait cette jeunesse qui est en souffrance. Il a été retrouvé mort dans une lagune, le visage tuméfié. Il n'avait pas participé à ces manifestations. Aujourd'hui, sa famille réclame véritablement une enquête indépendante. Que fait l'État concrètement pour ce genre de victimes? Mais d'abord, je m'incline. Nous ne pouvons pas nous amuser avec des faits aussi graves qui ont entaillé des familles. D'ailleurs, le gouvernement a présenté les condoléances aux familles. À part présenter les condoléances, qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais les enquêtes sont en cours pour déterminer les responsabilités. Et madame, je vous affirme que lorsque nous saurons la réalité, l'État prendra toutes ses responsabilités. Et quelles mesures prévoyez-vous de prendre pour calmer cette jeunesse togolaise, pour la rassurer et aussi pour que votre population ait moins peur? D'abord, je dis à cette jeunesse, à notre jeunesse, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à ces gens qui, depuis l'extérieur, donnent des ordres pour aller brûler les commissariats, s'attaquer aux forces de l'ordre, brûler les ambassades, en découdre avec les institutions de la République. D'accord, j'ai une dernière question, monsieur le ministre, si vous permettez. Il y a donc une marche de commémoration des victimes qui est prévue ce 9 août exactement. Elle a déjà été interdite à 2 reprises, officiellement à cause des élections municipales. Est-ce que cette fois-ci, cette manifestation sera autorisée le 9 août? Il n'y a jamais eu d'interdiction de manifestation qui
La société civile dit que 2 fois, elle a essayé de manifester et c'était justement pour commémorer ces victimes et que ça a été refusé. Donc ma question est claire, nous sommes le 2 août, est-ce que le 9 août, cette manifestation sera autorisée? Si les organisateurs de cette marche ont fait ce qu'il faut en respectant les lois, nos lois, c'est-à-dire déclarer 5 jours ouvrables avant et qu'on connaisse les organisateurs et qu'en concert avec le ministère de tutelle, pris ensemble des précautions. Parce que vous savez, malheureusement, c'est le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes ministre des Droits humains du Togo. Merci beaucoup. Alors, ça c'est la première vidéo de la prestation de M. Paco Madrouvi sur TV5, ça doit être hier. S'il y a une autre vidéo que la technique a programmée, elle pourrait la passer. Ok. Je n'avais pas ouvert le micro, je m'excuse. Ça c'est la première vidéo que nous avons prévu de passer aujourd'hui. S'il y a une seconde vidéo, je voudrais que la technique la passe. Je demande à tous ceux qui nous suivent d'être patients. On va bien décortiquer les histoires de ces 3 troubadours-là. Et donc, je vous prie de vous rejoindre sur TikTok, sur le compte Kossi officiel. Donc voilà, la technique, c'est à vous. Vous avez notamment parmi ces personnes qui ça c'est John Pacom sur France 24. Amran que nous avons reçu en interview, qui a été arrêté, qui a été forcé d'être interné dans un état psychiatrique, c'est quand même... et qui, à sa sortie, nous a accordé une interview en nous disant qu'il avait été torturé. Que dites-vous, monsieur Jondi? Apportez-nous des preuves. Pour l'instant, je vous dis, toute une enquête est montée sur cette affaire. Et nous attendons les conclusions. Si tel est le cas, nous en tirerons les conséquences. Mais ce qui est certain, c'est que la jeunesse est une partie de la jeunesse. À toute la jeunesse. Excusez-moi, je reviens de 400 km de Lomé, un pays carrière, où se tiennent traditionnellement les luttes traditionnelles. Le nombre de jeunes que j'ai vus, puisque cette lutte concerne les jeunes gens qui accèdent à la majorité, c'est-à-dire à 18 ans. Ils étaient des milliers et des milliers qui, après, se sont retrouvés chez le chef de l'État pour le conforter, pour l'applaudir. Et ces jeunes ne sont pas aussi des jeunes togolais. Je vais vous dire quelque chose. Vous parlez d'abord d'artistes togolais. Mais je vais vous dire, à ce même rendez-vous, j'ai vu pas mal d'artistes, de musiciens. Je ne vais pas donner leur nom ici parce que, bien entendu, nous sommes dans une époque maintenant où, dès qu'on donne un nom qui semble apprécier ce que fait le gouvernement, tout rend de coups, d'insultes, de ce que vous allez voir. Dès que vous devez quitter ce plateau tout de suite, rien ne me sera épargné. Pour conclure, donc je vous dis qu'au Togo, si on n'est pas satisfait de ce que le gouvernement a établi, on peut manifester. On a toujours manifesté. Il y a des manifestations. Si mon collègue de la sécurité était ici, il allait vous donner des chiffres. Il y a tous les jours, il y a eu des manifestations, l'opposition a pu manifester. Mais lorsqu'on leur dit, dans le contexte que nous vivons, et avec les menaces qui pèsent, avec tous ces gens qui déversent des torrents de boue, nous ne pouvons pas permettre certaines manifestations parce que l'ordre public ne sera pas assuré, la sécurité des Togolais ne sera pas assurée. Ce n'est pas une interdiction. Il n'y a pas d'interdiction au Togo. Et je suis venu marquer cela. Et en même temps... On retiendra ce message, il n'y a pas d'interdiction. Merci beaucoup, Paco Joël, ministre togolais en charge des droits de l'homme. Merci, l'invitation est acceptée. Et voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci d'avoir suivi. Toujours la technique, s'il y a une autre vidéo. Bon, on fait de la pédagogie, hein, on va passer les vidéos avant de les décortiquer, donc soyez patients. On va faire un travail pédagogique, hein, bien pédagogique. Je ne sais pas si la technique... il doit y avoir une troisième vidéo, là où ils se sont exprimés sur la télévision bizarre, là. Avec... voilà. des prêts qu'on alloue pour pouvoir faire leurs activités et les intérêts
sont insignifiants. Il y a bien des choses dont on peut parler par rapport aux bilans qui sont visibles. C'est visible à telle enseigne que les élections dont je vous ai parlé, je vous en ai parlé plusieurs fois, le prouvent. Les résultats sont têtus. Les législatives passées ont vu unir en tête. Et les municipales de la fois dernière ont confirmé l'assise de ce parti. Et ce parti est dirigé par qui? Ce n'est pas le président du Conseil fort, il s'agit d'un assemblée. Donc, malgré, et je suis d'accord avec les merveilleux ministres, moi je les appelle les merveilleux ministres, parce qu'ils font beaucoup. Malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait pour les détruire, puisqu'on a appelé à s'attaquer à eux. Est-ce que c'est normal? Donc, je dis que malgré tout ce qu'on dit d'eux, et tout ce qu'on va dire encore d'eux, ils sont là pour accompagner le président du Conseil. C'est ce qui est le plus important. Et notre pays, le Togo, c'est un pays souverain, c'est un pays démocratique. Les gens parlent comme ils veulent. Mais ce que nous, Est-ce qu'il y a encore une vidéo? Je pense là où... sous son inspiration et son savoir-faire, on a pu signer un accord aujourd'hui. Alors, s'il est mauvais, est-ce qu'il allait être sollicité par ses pairs? Je ne pense pas. Donc, vous savez, je le dis toujours, le président Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui regarde et qui agit. Il ne s'agit pas. À l'interne, nous avons dans notre pays aujourd'hui des pistes rurales. Moi, je suis de la préfecture de Vaud, du Sud. Nous avons des pistes rurales qui sont bien aménagées et qui desservent les populations de l'intérieur vers la capitale. Et au niveau de la capitale, il y a des routes qui sont réfectionnées et qui sont aménagées pour qu'on puisse avoir une économie florissante. Puisque lorsqu'il n'y a pas de route, l'économie, c'est ne passe pas là. Ouais. Donc, il y a les centres de santé qui sont construits. Il y a des écoles qui sont aménagées, qui sont construites. Il y a des femmes qui sont aidées par des prêts. Ok, je pense que tout est bon au niveau de la technique. Alors, nous allons, si c'est bon au niveau de la technique, nous allons décortiquer ces interviews individu par individu. On va prendre d'abord le cas Paco Madjourovi. Paco Madjourovi, on va prendre le cas Paco Madjourovi. C'est quand même triste. C'est vrai que quelqu'un comme Paco Madjourovi, il a été longtemps un copain de Faure Gnassingbé, ayant vécu à côté du camp RT. Il était copain de jeunesse de Faure Gnassingbé. Ils faisaient les Kassakou ensemble. Et il semble être celui-là qui, en bon karatéka, essayait de s'interposer parfois entre les bandes organisées quand il s'agit de draguer les filles. C'est des gens qui, depuis longtemps, étaient programmés pour draguer les filles pour les Gnassingbé. Et donc, c'est quelqu'un qui, quand même, a fait de très bonnes études. Je pense qu'il a fait le collège protestant aussi, mais il connaissait Faure depuis leur jeunesse. Il est arrivé en France. Il a eu un très bon parcours. Il a fait ses études universitaires. Il a fait dans la sécurité. Il était agent de sécurité dans les boîtes de nuit, genre les gros bras, tout ça. Il a fait dans la sécurité en France. Après, il a eu une merveilleuse épouse avocate qui était, je pense, bâtonnier
dans la zone où il exerçait. Lui-même, il est devenu avocat. Et il a été maire adjoint à Évry-Courcouronnes, très ami à Manuel Valls. Donc, c'est quelqu'un qui, de par son parcours, a quand même évolué dans un environnement totalement sain, un pays développé, qui a exercé en France le pouvoir au niveau de l'administration locale. Et donc, il connaît la redevabilité. Quand on accède à ces fonctions-là en France, il connaît la redevabilité. Quand on est maire adjoint et tout ça, on est redevable aux populations. On sait comment est-ce que on doit faire les comptes publics, on doit rendre compte de la gestion de la mairie aux populations, de leur juridiction et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui vient d'un pays où la culture de rendre compte de la gestion publique est très ancrée et où les populations sont suffisamment regardant sur la gestion qui est faite des biens qu'on accorde aux élus. Et donc, a priori, c'est quelqu'un, une fois qu'il est revenu au Togo, qui devait inculquer les bonnes manières, qui devait dire, ah les gars, moi je viens d'un pays où j'ai évolué, j'ai eu la chance d'évoluer, j'ai même exercé des fonctions de maire adjoint, je sais que quand j'étais en France, c'est la rigueur dans la gestion, c'est la culture de rendre compte, c'est des